paraître est plus important qu'être. Selon Aristote, l'homme est un animal politique. Il faut entendre par cette expression la manifestation de la nature humaine à travers les relations sociales. Les relations sociales sont les liens qui unissent les hommes entre eux et se construisent à travers l'utilisation de nos sens. Or, si la nature humaine est sociale, le corollaire est qu'il est impossible de définir l'homme indépendamment de ce qui l'entoure. Certains auteurs, à l'instar de Locke, Hobbes, ont imaginé pourtant une période de l'histoire dans laquelle ces liens n'existaient pas. Les hommes vivaient alors de manière autarcique, dans un monde de paranoïa et de violence. Il s'agit, vous l'aurez tous deviné, de l'état de nature. Cependant, les hommes qui auraient eu un éclair de génie en frottant la lampe du destin auraient décidé de mettre un terme à cet état de nature en se communautarisant, en se socialisant. Toutefois, cette conception est erronée, car les hommes ont toujours vécu en communauté. L'état de nature n'a jamais, au grand jamais existé. Rappelez-vous, cher jury, de l'époque où vous n'étiez que de sages bambins. Écoutant attentivement votre enseignant, vous contez l'histoire de l'homme préhistorique. Eh bien, nos ancêtres, qui n'étaient même pas des hommes modernes, génétiquement parlant, vivaient déjà en groupe. Ils vivaient déjà en groupe. Alors que ces primitifs ne faisaient même pas le lien entre le rapport sexuel et la reproduction, vous voudriez nous faire croire à nous juristes qu'ils auraient pu créer un contrat social ou un léviathan, alors que leur seul legs à l'humanité a été d'inspirer les candidats de Koh-Lanta pour allumer un feu. Or, si nos ancêtres eux-mêmes se caractérisaient par leurs relations sociales, certes primitives mais incontestables, il est parfaitement logique que les hommes modernes, dans la continuité de leurs ancêtres, vivent également à travers ces relations sociales. Même si je comprends que ces auteurs partaient d'un bon sentiment, ils ont quand même construit une maison en commençant par le toit, alors que la logique voudrait que l'on débute par les fondations. Les leurs n'étant dès lors pas solides, le bâtiment ne pouvait que s'effondrer à la moindre critique pertinente. Ces auteurs sont donc tombés par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau. C'est la faute à Rousseau. Misérable. Il est par conséquent indispensable de bien comprendre que l'essence même de la nature humaine consiste à vivre avec autrui. Or, reprenons les termes du sujet. Paraître est-il plus important qu'être? En premier lieu, qu'est-ce qu'être? Ce vocable peut se définir comme étant l'existence par rapport à soi-même. En effet, Descartes, dans le discours de la méthode, sortit un as de son jeu. À travers la formule « je pense, donc je suis ». Pour cet auteur, c'est donc notre pensée, et uniquement notre pensée qui prouve notre existence. En second lieu, qu'est-ce que paraître? Selon le Larousse, paraître, c'est être vu. Autrement dit, le fait de se trouver dans le champ de vision d'une ou de plusieurs personnes. Mais plus largement, c'est le fait de faire connaître son existence à autrui, par d'autres moyens que la vue. Il s'agit par conséquent non pas de l'existence par rapport à soi-même, mais de l'existence par rapport à autrui. On peut déduire de cette dichotomie un lien classique et indubitable entre opposition et complémentarité, à l'instar du yin et du yang. Mais la question se pose tout de même, cher président. La question est de savoir si l'une de ces notions est plus importante que l'autre. Vaut-il mieux vivre en se contentant de soi-même ou en tenant compte d'autrui? Faut-il se contenter d'être en délaissant paraître? Malheur à vous si vous agissez ainsi, car je vous rappelle que l'homme est un animal politique et qu'il ne vit qu'à travers les relations sociales, que cela lui plaise ou non. Or, entre être et paraître, excusez-moi, mais la notion qui se rapproche le plus de la nature humaine est donc la notion de paraître et non d'être. Autrement dit, l'homme qui est n'est qu'un animal. Et l'homme qui est et paraît est un animal politique. Par conséquent, pour vous démontrer que paraître est plus important qu'être, nous nous attarderons dans un premier temps sur la conceptualisation du paraître. Puis, dans un second temps, nous constaterons que la notion d'être dépend de la notion de paraître. Commençons par la notion de paraître. Je commencerai par vous mettre en garde contre un amalgame contemporain. En effet, j'entends déjà derrière moi les gens s'esclaffer. Regardez-le celui-là, l'avocat du diable. Il défend les gens qui donnent de l'importance à la beauté, à la superficialité. Et je leur répondrai à ces personnes que les vrais synonymes n'existent pas. Si on utilise deux mots différents, paraître et superficialité, c'est pour désigner deux choses différentes. Par conséquent, paraître ne signifie pas nécessairement être superficiel. En réalité, la superficialité constitue l'excès du paraître.
Pour étoffer cette remarque, reprenons le raisonnement aristotélicien de l'éthique à Nicomaque. Dans cet ouvrage, Aristote s'interroge sur la notion de vertu, notamment sur les vertus morales de l'homme. Mais qu'est-ce que la vertu, cher président? La vertu, c'est l'homme bon, l'homme juste. C'est celui qui n'est ni dans le défaut ni dans l'excès, le nini. Par exemple, Aristote nous enseigne que l'homme vertueux est un homme courageux. Le courage est une vertu, et cela se déduit d'un raisonnement antinomique relatif à la lâcheté et à la témérité. En effet, si l'homme courageux est vertueux, c'est parce que l'homme lâche est dans le défaut, et que l'homme téméraire est dans l'excès. Si la grande majorité des gens vantent les mérites de l'homme courageux, force est de constater que l'on méprise le lâche et que l'on se moque du téméraire. L'un représente les pires vicissitudes de la nature humaine, et l'autre, l'absence de raison, tout simplement. Le lâche est celui qui fuit injustement, et le téméraire est celui qui ne réfléchit pas. A contrario, le courageux est celui qui sait faire face au danger quand il le faut, en faisant preuve d'intelligence. Comme vous, cher. Prenons un autre exemple. Pour Aristote, la générosité est également une vertu. L'avarice constitue son défaut, et la prodigalité son excès. Appliquons ce raisonnement à la notion de paraître, ce qui nous intéresse. Paraître est-il une vertu? D'une part, paraître a-t-il un excès? Oui, nous l'avons vu. Et cet excès, c'est la superficialité. L'homme superficiel, c'est celui qui donne trop d'importance au fait d'être vu. Il ment sur son apparence en désirant plus que ce qu'il n'a. En plus de mentir aux autres, il se ment à lui-même. Il vit donc dans le mensonge. Il ne faut pas jouer le riche quand on n'a pas le sou, aurait dit un auteur qui ne sait jamais brêler les pinceaux. D'autre part, paraître a-t-il un défaut? Oui, le défaut de paraître, c'est ne donner aucune importance à cette notion, quitte à se marginaliser, à s'isoler, à vivre en autarcie. Or, ceci est dangereux, car nier les relations sociales qui constituent la nature humaine revient à se nier soi-même. Cet homme vit donc également dans le mensonge. D'ailleurs, bien souvent, l'homme qui agit ainsi tient à mettre en avant le fait qu'il soit en opposition avec le paraître, qu'il le rejette. Il veut se faire passer pour un rebelle, et souvent finit devant vous. Par conséquent, paraître apparaît comme un juste milieu. C'est le simple fait d'être vu, de se présenter à autrui, de faire savoir que l'on existe sans recourir à des artifices. Nous sommes donc loin, très loin de la conception péjorative, erronée de paraître. Paraître est une vertu dès lors que cette notion est exercée avec tempérance. Alors c'est une vertu d'autant plus importante, car c'est elle qui permet à l'homme d'évoluer, c'est elle qui permet à l'homme d'accéder au savoir, et c'est elle qui permet à l'homme de mieux appréhender son environnement. En effet, paraître, c'est être vu, autrement dit se matérialiser dans le monde concret. Alors l'homme a soif de connaissance, l'homme a soif d'amélioration. Pour ce faire, il a recours aux idées, à l'imagination, mais celles-ci doivent être matérialisées, portées à la connaissance de l'homme. Un des moyens de matérialiser une idée, c'est d'utiliser le discours. Je pense à une idée et j'en parle pour la faire connaître à autrui. Toutefois, il ne faut pas sombrer dans l'excès du discours. Que constitue le sophisme, la superficialité. En effet, les sophistes, comme le souligne Platon dans le Gorgias, délaissent totalement le fond d'un raisonnement en misant tout sur la forme, à travers la rhétorique et l'éloquence. Mais attention, ce ne sont pas la rhétorique et l'éloquence en elles-mêmes que critique Platon. C'est l'usage qui en est fait par les sophistes, à savoir répandre un raisonnement fallacieux en le déguisant malhonnêtement. Autrement dit, les sophistes sont dans l'excès de paraître. Platon reconnaît la vertu en revanche du discours oratoire, dont l'importance est caractérisée par la communication permettant à tous de pouvoir jouir du savoir et de la connaissance, dès lors qu'il en est fait bon usage. En effet, dans le Phèdre et dans l'Apologie de Socrate, Platon nous précise bien que le discours est d'autant plus important qu'il permet à vous, chers enseignants, d'assurer l'héritage de son savoir. Un autre moyen de matérialiser une idée consiste à l'écrire. Même si Platon critique cet instrument en raison du fait qu'il ouvre la boîte de Pandore des interprétations, on ne peut nier que le discours agit sur du court terme et l'écrit sur du long terme. En ce qui me concerne, je n'aurais pu partager avec vous ces philosophes que j'ai cités si leurs idées n'avaient pas été imprimées. La transmission du savoir se fait donc également à travers les relations sociales et prend la forme du discours ou de l'écrit, c'est-à-dire le paraître. Or, l'être dépend incontestablement du paraître pour exister, et ceci constitue le second temps de mon raisonnement. La théorie de l'équilibre des concepts antinomiques est une théorie aussi ancienne que le monde lui-même.
Les exemples en la matière sont abondants, à l'instar du paradis, de l'enfer, du bien, du mal, du blanc, du noir. Mais si certaines sont sur un même pied d'égalité, d'autres en revanche sont d'importance inégale. Tel est le cas, par exemple, du dire et du faire. Dire quelque chose, c'est conceptualiser une idée, de manière théorique. Faire quelque chose, c'est concrétiser, matérialiser cette idée. On pourrait a priori penser que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Mais Émile Durkheim disait que dire, c'est faire, mais ce n'est pas le tout du faire. Dire, c'est faire, mais ce n'est pas le tout du faire. Toutefois, il y a un hic, car nos ailes se brûlent si on se contente de dire une chose sans la faire. Si je dis que je veux lutter contre la famine dans le monde, mais que je ne fais rien pour y remédier, alors je serais qualifié d'hypocrite. Le dire a donc besoin du faire pour exister, alors que le faire, lui, peut exister sans le dire. Comme par exemple lorsque je veux faire une surprise à ma mère, en lui préparant les ustensiles de cuisine afin qu'elle se mette enfin au fourneau. Je plaisante pour l'enfant. Le faire est donc plus important que le dire, car sans le faire, le dire n'existe que théoriquement. Eh bien, sachez, chers membres du jury, qu'il en va de même des notions d'être et de paraître. L'être a besoin du paraître pour exister. À défaut de paraître, l'être ne reste qu'une idée vide de sens. Quant à Kant, ou Descartes, il me conseillerait de me méfier de ce que mes sens me disent, car ils me trompent. Il n'en demeure pas moins vrai que si je ne vois pas une chose, je n'aurai pas connaissance de son existence. Alors je vous pose la question, cher jury. Vaut-il mieux ignorer totalement l'existence d'une chose, ou ne vaut-il ne pas plutôt savoir qu'elle existe, quitte à en avoir une vision quelque peu erronée? C'est ce que nous enseigne de manière accessoire Platon dans la République à travers l'allégorie de la caverne. L'homme attaché au centre d'une caverne voit du monde des idées que les ombres de ces idées se propageant sur la paroi à laquelle il fait face. Certes, il a une vision imparfaite, cher président, de ces idées, mais au moins il sait qu'elles existent. Il vaut donc mieux savoir qu'une chose existe. Il vaut donc mieux savoir qu'une chose existe, mais si on en a une vision imparfaite, plutôt que de l'ignorer totalement. Or, pour savoir qu'une chose existe, on a besoin de la voir, de l'entendre, de la goûter, de la sentir, de la toucher. Autrement dit, c'est le paraître de cette chose qui nous permet de savoir qu'elle existe. Ce sont donc mes sens qui, certes, peut-être, me trompent en suivant le raisonnement cartésien, mais qui me permettent tout de même d'accéder à cette chose, à charge pour moi de faire preuve de prudence. En l'absence de paraître, la notion d'être n'existe pas. Pour affirmer cela, je m'appuie sur la philosophie de Nietzsche, qui disait « l'être n'est que le plus creux des concepts, la dernière vapeur de la réalité volatilisée ». Il faut donc ici comprendre que l'être n'est qu'une chimère, issue du fruit de l'imagination de l'homme. Or, cette imagination peut elle-même être viciée. Pour vous expliquer cela, je vais revenir sur la théorie cartésienne du doute perpétuel. Petit rappel, selon Descartes, nos sens nous trompent, très bien. Et il faut donc douter de tout ce qu'on perçoit à travers nos sens. Mais s'il faut douter de tout, alors on peut également douter de notre existence. Mais Descartes nous explique qu'il ne faut pas douter de notre être, car si l'on pense, c'est que l'on est. L'existence est par conséquent la seule chose insusceptible de doute. Et c'est notre pensée qui le prouve. Toutefois, excusez-moi, cher jury, mais volontairement ou involontairement, Descartes sort un joker. Car il omet de s'interroger sur l'origine de la pensée. D'où vient cette pensée? La réponse à cette question nous est donnée excusez-moi, par Aristote à travers sa théorie de l'empirisme. C'est notre vécu, notre environnement, notre expérience qui construisent notre personnalité. Or, la pensée est le fruit de la personnalité. Et je vous pose la question, comment parvient-on à percevoir notre environnement et notre expérience? À travers nos sens. Ces fameux sens qui nous trompent d'après Descartes. C'est parce que j'ai lu un livre, en le voyant, que j'ai enrichi mon vocabulaire. C'est parce que j'ai entendu et écouté mes professeurs que je me suis instruit. Mes sens sont donc des outils me permettant de me construire. Et de construire quoi? Je vous le donne en mille. Ma pensée. Si je pense différemment de la façon dont je pensais étant enfant, c'est parce que mon patrimoine intellectuel s'est développé, grâce à mes sens. Or, si mes sens me trompent, et... Alors, je reprends si vous avez... Or, si mes sens me trompent, et que ma pensée est le fruit de mes sens, qu'est-ce qui me prouve que ma pensée ne me trompe pas également? Paradoxe. Si je doute de ma pensée, alors rien ne me prouve que j'existe. Où est donc passé mon être, cher contradicteur?
Disparu, cher contradicteur. Vous n'êtes pas concentré, cher contradicteur. Nous voilà dans le beau drap. Nous le voyons. À vouloir dissocier l'être du paraître à l'instar de Descartes, nous sombrons dans un paradoxe dangereux. Ceci démontre que le paraître est le sauveur de l'être. L'être n'est que néant en étant isolé du paraître. Pour conclure, à l'instar de la perfection, l'être n'existe pas dans notre monde. On peut théoriser l'être, l'imaginer, le penser, mais in fine, seule sa matérialisation compte. À vouloir dissocier l'être et le rendre plus important que le paraître, on cherche à devenir parfait, à s'échapper des relations sociales, à renier notre nature humaine. En revanche, en donnant plus d'importance au paraître qu'à l'être, on fait preuve de bon sens. On s'accepte soi-même. On vit en harmonie avec soi-même et avec les autres. On accepte notre propre imperfection. Or, l'homme est imparfait. Et c'est justement ce qui fait de lui un homme. Merci. Préalablement, permettez-moi d'exprimer mon désarroi. Je suis arrivé au Havre, dans cette cité de la Porte Océane, en me disant, finale régionale du concours d'éloquence, voilà bien parti, j'ai d'abord suivi l'épreuve de Mme Guillaumet et de M. Quintin-Naron, je suis donc amené à pouvoir résister, quand bien même elle serait cruelle, à comment dire, l'acharnement des Havrais, la vertu d'acharnement des Havrais sans doute. Et j'arrive dans cette salle, amphithéâtre, et qu'est-ce que l'on me fait faire? On me fait revêtir une robe d'avocat. Toi, j'en déduis que vous avez déjà pris parti et que vous préférez me faire paraître pour un avocat alors que je ne le suis pas déjà. Monsieur le Président, je suis ainsi surpris, désappointé, mais néanmoins, je vais tâcher de vous démontrer que l'être est bien plus important que le paraître. Car le paraître, mon contradicteur va peut-être s'étonner, mais il est vrai que le paraître est omniprésent. Dans nos sociétés modernes, dans notre vie de tous les jours, dans nos mondes globalisés, nos économies capitalistes, nous suivons des contraintes sociales très prenantes. Et au final, nous perdons notre existence en nous assimilant à un tout. Et justement, est-ce parce que la majorité fait quelque chose que cela rend cette chose importante? Mais non. Attachons-nous aux vraies valeurs, Monsieur le Président. L'être, voilà ce qui compte le plus. Et d'ailleurs, je ne peux m'empêcher de repartir sur une métaphore shakespearienne, car dans ce sujet, j'ai bien sûr conscience de l'importance de la question, à savoir être ou ne pas être. Telle est la question que vous me posez aujourd'hui. Et j'ai donc pris mon véhicule afin de faire la route, tracer les kilomètres, pour venir vous le démontrer. Comme quoi, vous le voyez bien, cette question m'emporte énormément. Je partagerai avec mon contradicteur une construction binaire. Je sais que cela plaît Mme Guillaume. Ainsi donc, en première partie, je vous montrais que l'être prime sur le paraître. Et enfin, et ensuite d'écoulement logique de ce postulat, je vous dirais que paraître seul, ce n'est pas exister. Et je ne peux m'empêcher d'ailleurs, petite divagation intellectuelle sans doute, mais je remarque que j'ai un point commun avec mon doyen. Je pense qu'à Rouen, la vie est beaucoup plus chantante qu'au Havre. Et une parole me vient en tête. Nous parlons d'être, paraître, et Monsieur le Président, je me permettrai de vous poser la question, plutôt de vous soumettre l'affirmation. Si on vous organise une vie bien dirigée, où vous vous oublierez vite, Monsieur le Président, si on vous fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, Monsieur le Président, que devez-vous faire? Résister? Prouver que vous existez. Merci France Gall pour me torturer pendant les nuits blanches. Ainsi je montre au Havre qu'à Rouen nous avons des goûts musicaux quelque peu anciens. Bref, passons donc au cœur du problème. L'être prime sur le paraître. Madame Guillaumet m'a subi, il y a de cela 2 semaines. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup par la parole des autres. J'aime cela, car cela au fond me prouve que je ne suis pas le seul à penser ces choses dont je me targue. Et je commencerai par une citation, là encore, et j'ai été flatté par mon contradicteur partage le même goût, qui nous date du XVIIIe, et je terminerai après, ne vous en faites pas, sur le XVIIe. L'abbé Roupeau, au XVIIIe, nous disait « Il faut être pour paraître ». Jusque-là, logique. Il nous faut donc une fondation
pour être. Et la fondation, c'est bien ce qui vient en premier, sinon le reste ne peut pas exister. Il est donc très important de donner toute son importance à l'être, car il nous faut une première partie pour enchaîner sur la seconde. Peut-être est-ce là mon défaut d'apprenti juriste qui tâche beaucoup trop à me conformer à la forme, justement. Et enfin, je continuerai sur une citation du 18e pour vous permettre, à vous, chers auditoires, et surtout à vous, juristes, de réfléchir sur le problème, qui est un auteur qui nous est très cher, que nous en apprenons beaucoup à Rouen, je n'en doute pas sans doute ici. Je parle bien sûr de Rousseau, qui nous met que chacun met son être dans le paraître. Ces deux auteurs, et là, je fais plaisir encore une fois à Madame Guillaumet en tâchant d'aller au-delà de leurs paroles, de prouver que je ne suis pas qu'une coquille vide en paraissant intelligent et réfléchi, j'analyserai donc ces deux citations. Comme je l'ai dit, l'être et la fondation. Et même si je n'ai pas d'origine portugaise, et moins d'un portugais qu'un contradicteur, ou n'importe quel autre appel, je pense, vu que vous avez reconstruit toute votre vie, et ça, je vous en félicite. Mais il nous faut un acquis solide pour pouvoir bâtir. Ainsi, notre être, notre nature, notre caractère, plus ou moins bon selon les gens, plus ou moins plaisant selon les personnes, est primordial si l'on veut paraître en société. Car paraître, qu'est-ce que c'est? Paraître, c'est sembler. Paraître, c'est se donner l'image. Au fond, paraître n'est qu'un outil. Or, est-ce qu'un outil est une fin en soi? Non. L'outil n'est utile qu'à celui qui sait le manier. Et la vie sociale nous le prouve tous les jours. Ainsi, si vous êtes un bon mécanicien, un bon technicien, même un bon plombier, vous saurez vous servir de vos outils. L'être et le paraître, c'est la même logique. Il nous faut maîtriser la technique pour user des outils adéquats afin de servir nos désirs et d'atteindre la fin que l'on s'est donnée. Aujourd'hui, bien que vous ayez décidé de me déguiser en ce que je ne suis pas, je tâche de vous montrer que sous cette robe, je suis bien habillé normalement, en simple étudiant de droit, et que cela me permet, au fond, d'aller dans la fin que j'ai décidée et de tâcher d'être convaincant à votre égard, et non pas de le paraître, sinon je préférerais m'arrêter tout de suite, connaissant déjà le résultat du délibéré. Mais je chercherai à aller un peu plus loin que notre interlude du 18e, bien que ce soit le siècle des Lumières et que, à mes yeux, c'est ce qui manque un petit peu dans cet amphithéâtre, surtout dans le bas. Je passerai sur la Grèce antique. Là aussi, mon contradicteur nous évoquait Aristote. J'aime beaucoup Aristote, vous savez. Ça a été mon premier amour de la philosophie grecque, Aristote. Mais j'ai penché un petit peu plus pour Socrate. Et oui, Socrate. Socrate qui nous dit qu'être homme de bien et ne pas chercher à le paraître, c'est le vrai chemin de la gloire. N'est-ce pas beau? Je trouve cette phrase magnifique, même si l'on y use de notions, pour le moins, qui peuvent paraître fumeuses comme la gloire. Cela résume tout ce que je vous disais préalablement, que l'être est le plus important, que si l'on ne s'attache qu'au paraître, on ne s'attache qu'à une coquille vide qui, sans essence, sans capacité de maniement, sans maîtrise du concept, ne sert à rien. Et d'ailleurs, je continuerai, afin de faire ma transition, sur une autre phrase de Socrate, qui nous dit là encore, je pense qu'il y avait les chevilles qui gonflaient énormément, le plus court chemin de l'honneur est d'être ce qu'on désire de paraître. Quelle magnifique pirouette de la part de notre ami grec. C'est là une très belle phrase encore, mais ça nous montre aussi que Socrate est sans doute plus malin que nous aujourd'hui, vu qu'il a pris le problème, il a décidé de trouver la transcendance. Pourquoi nous acharner à un jugement de valeur entre l'être et le paraître? Pourquoi ne pas dire tout simplement qu'au fond, il suffirait de s'arranger pour être ce qu'on désirerait paraître? Malin. Très malin. Mais c'est bien beau de se baser sur des phrases hors d'âge, car pour le coup, elles remontent suffisamment loin. Mais restons sur Socrate pour faire la transition. Il a lui-même appliqué, bon cela vous me direz, il est vrai, je vous rejoindrai là-dessus, ne lui a pas été grandement utile, vu que plutôt que de paraître mort, il a préféré l'être. J'avoue que je suis, pour ma part, incapable de franchir le pas à l'instant T.
C'est très difficile à concevoir. Mais peut-être a-t-il faire ce choix parce qu'au fond, il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas trouvé mieux, non pas de son lopin de terre et de son vieillard qu'on aurait dit Cabrel, mais il n'a pas trouvé mieux, au fond, qu'être. Car il vaut mieux être que paraître. Et surtout quand on parle de mort, car paraître mort est beaucoup plus ridicule que l'être vraiment. Enfin, je reviens au 17e, comme je vous l'avais promis, contradicteur. Je sais qu'apparemment cela vous plaît beaucoup, mais non pas Descartes et les autres, vous en êtes très bien chargés pour les exprimer. Je parle là du chevalier de Méré. Un homme sans doute moins connu, Antoine Pombo de son prénom, qui nous dit, sans doute en ayant pompé sur Socrate d'ailleurs, le moyen d'arriver à la gloire est d'être tel que l'on veut paraître. Alors je ne sais pas s'il en est fait lu le grec ancien, ou s'il a eu l'idée magique, comme il nous arrive à tous, d'avoir la même que les autres ont eu avant nous. Quoi qu'il en soit, il rejoint encore une fois ce mouvement de pensée qui nous dit que l'être prime. Et oui, car comme je vous l'ai dit, paraître, au fond, se résume à une coquille vide, encore une fois, quittons le domaine des fruits à coque, partons dans le domaine animalier pour la métaphore. Au fond, paraître, c'est comme un troupeau. Nous sommes tous semblables, mais il n'y a pas de réelle essence dans tout cela. Nous nous ressemblons tous, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de divergence. Mais quelle triste société, Monsieur le Président, que celle qu'on évoque aujourd'hui, où le paraître serait plus important. Même si je dois bien admettre, en pure gymnastique intellectuelle, que cela peut aussi avoir des avantages. Prenons votre profession, par exemple, et celle que j'aspire à avoir, qui est dans le domaine juridique. Si jamais tout le monde faisait prévaloir le paraître, ce serait génial. Ça veut dire que vous n'aurez plus de dossiers à boucler toutes les semaines sur votre bureau de magistrat, car tout le monde, au fond, paraîtrait bon citoyen, il n'y aurait plus de crime. Ce serait merveilleux, au fond. Mais, d'un côté, réfléchissons bien. Car si jamais nos concitoyens étaient comme ça, eh bien, il y a malheureusement cette histoire, et il n'est autre que le fait que vous devriez mettre la clé sous la porte. Car si tout le monde se comportait bien, il n'y aurait plus de décision de justice à prendre. Ainsi, les magistrats d'aujourd'hui n'auraient plus de travail, et j'apprendrais aujourd'hui que je fais des études pour rien, car au fond, ce serait un domaine qui deviendrait bouché. Donc, au fond, d'un point de vue purement égoïste, je vous dirais qu'il vaut mieux privilégier l'être. Car c'est grâce à des gens qui ont une nature, on peut dire, mauvaise, ou du moins déviante, qui sont donc hors les clous, que cela permet toute une profession d'exister. Oh, je sais, c'est un fait un petit peu cynique, un petit peu pragmatique, j'ai envie de dire, mais bon, là encore, c'est mon cynisme qui parle. Et pour rester dans le domaine des métaphores animalières, je me suis peut-être mal exprimé, troupeau, cela est vague. Troupeau de chèvre, tout cela est loin pour vous, la Savoie, de remonter les Capiques. Peut-être que cela reviendrait mieux si je vous dis qu'il s'agissait d'un banc de poisson. Nous sommes au bord de la mer, autant que je m'acclimate, après tout j'ai fait tout ce chemin pour ça, et heureusement qu'il y a du soleil. Un banc de poisson fait primer le paraître, parce qu'ils sont totalement dénués de capacité d'être. Ils ne savent pas raisonner, ils n'ont pas la capacité de penser. Ils sont tous beaux, dans le même uniforme, brillants, écailles, allant tous dans la même direction. C'est en effet charmant à voir, mais cela manque de fond. C'est un comble pour la matière océanique. Parce que, au fond, ils paraissent en symbiose, mais ils ne sont rien. Rien qu'une bande de poissons organiques qui vont et viennent sans décider avant même du but de leur existence. Or, c'est là la nuance sur laquelle il faut insister aujourd'hui. Être n'est pas seulement une question de physique. Nous parlons en tant qu'être humain, nous parlons en tant qu'homme, et être, c'est aussi notre capacité à raisonner, à exister de manière psychologique, psychique et philosophique. C'est là le plus important. Car sinon, comme j'aurais pu le dire, nous ne serions que des bancs de poissons. Certes, les écailles en moins. Mais c'est là
Le plus important, il me semble, que notre capacité de réfléchir, d'exister au-delà du simple fait physique. C'est ce qui nous a permis, notamment dans cette plaidoirie, de citer des chansons d'artistes. Car au fond, c'est leur capacité de raisonnement qui leur donne les moyens d'exprimer leur art, un moyen de créer des choses qui deviennent belles, qui nous permettent d'améliorer nos jours, d'embellir la vie humaine. Être, là encore, est un tout, ce n'est pas qu'un auxiliaire. Et il faut le prendre dans son ensemble, pour comprendre enfin l'importance du tel sujet. Le paraître n'est qu'un outil, un moyen, et par là me semble totalement inintéressant, à moins d'en user en connaissance de cause, et pour ce qu'il est, à savoir un simple outil. Mais pour cela, il faut être raisonné, être en capacité de se projeter dans l'avenir, de se projeter parfois même dans un autre lieu quand nous ennuyons à un endroit. Et ceci n'est que le résumé de notre tout, de nos capacités à raisonner qui font que nous sommes des êtres humains, justement. Merci, Monsieur le Président. J'en aurais terminé. Cher Président, cher jury, je remercie mon contradicteur pour cette plaidoirie. Je résume la plaidoirie de mon contradicteur. Je résume la plaidoirie de mon contradicteur. Le paraître est futile, en quelque sorte. C'est un outil, simplement esthétique, vide de sens. Dixit! Dixit, un homme vêtu d'un beau costume et d'une robe d'avocature. N'est-ce pas l'hôpital qui se fout de la charité? Flairant le coup, il nous expliquait qu'on l'avait forcé à mettre la robe. Mais tout de même, une personne qui veut devenir juriste s'arrête-t-elle au moindre obstacle? N'aurait-elle pas pu dire « Non, je ne mets pas la robe. Je ne veux pas mettre la robe. Le paraître est moins important que l'autre. Je reste comme cela. » Il ne l'a pas fait. Peut-être par conformisme. À vous de voir. Mon contradicteur a évoqué que l'être, il fallait aller au-delà du simple fait physique. De quoi nous parlez-vous? De l'âme. Mon contradicteur évoque l'âme. Et apparemment, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas l'âme d'un scientifique. Ou peut-être parlait-il de la chanteuse. Je sais pas. En effet, l'âme n'existe pas. L'âme n'existe pas. Envisageons tout d'abord l'âme du vivant de l'homme. Il s'agirait des sentiments, de sa pensée, comme vous avez dit, de son esprit, oui, très bien. Or, scientifiquement, tous ces phénomènes ne sont que des réactions biochimiques. Il en va de même, par exemple, de l'amour. Il est démontré scientifiquement que manger 3 tablettes de chocolat revient au même que l'amour. Alors l'âme, s'il vous plaît, pas dans cet amphithéâtre. À Rouen, mais pas là. Durant toute sa plaidoirie, mon contradicteur a confondu, comme je l'avais prévu dans ma plaidoirie, paraître et superficialité. Paraître est une vertu, il a un excès. Paraître a un défaut. La superficialité, cher contradicteur, vous l'avez évoqué, c'est l'excès. Je l'ai évoqué, et vous l'avez évoqué dans l'autre sens, qui vous a desservi, car je l'ai noté. Dès lors, confondre paraître et superficialité est excessif. Et nous l'avons vu, l'excès n'est jamais une vertu. Or, la vertu, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bien. J'en déduis que votre argument n'est pas bien, n'est pas juste. Mon contradicteur a pris un exemple qui m'a frappé, réellement frappé, abasourdi. Il estime qu'avec le paraître, et je vous en remercie d'avoir pris note de cela, il estime qu'avec le paraître, vos professions seraient terminées. Il estime donc que le paraître est plus important que l'être.
Si vous me suivez. Et oui. Donc si tout le monde paraît bien, les prisons sont vides. Merci, cher contradicteur. Vous allez dans mon sens. C'est logique. Ensuite, je vous ai écouté, monsieur J. Cartan, et vous avez évoqué l'existentialisme et l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Ce qui m'a plu. Car l'existentialisme, au final, c'est le paraître, ce qui est à l'extérieur, dans l'autre plaidoirie. Je prends une question. Et l'essentialisme, c'est ce que je suis. Or, Sartre estime que l'existentialisme est plus important que l'essentialisme. Ensuite, vous avez estimé, cher contradicteur, que la majorité n'est pas importante, qu'il faut prendre en compte la voix de la minorité. C'est bien, mais dans les faits, est-ce vrai? En démocratie, n'est-ce pas la majorité qui l'emporte? N'y a-t-il pas des auteurs qui ont écrit à propos de la dictature de la majorité? Eh bien, notez-le. Donc le paraître est inutile. Sans le paraître physique, écrit, oral, comment pourrait-on déclarer notre flamme à l'élu de notre cœur? C'est par un plissement d'œil que je lui fais comprendre. Par des mots habiles. Par des gestes non anodins. En face de moi, je lui dirai les mots bleus. Je lui dirai les mots bleus, je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Sans le paraître, des mots, des gestes, de la mélodie, notre flamme. Notre flamme. Votre flamme qui risque de s'éteindre, puisque vous avez dépassé dans quelques... Notre flamme ne serait qu'une étincelle. Et par ces mots, je conclus cette plaidoirie. Merci. Le contradicteur. Vous ne me faites pas regretter d'être venu aujourd'hui. L'animal politique, comme quoi l'homme n'existe que par autrui, que par la présence de son entourage. Est-ce là votre vision de l'humanité? Si restrictive, quasiment animalière? Je me dois de m'opposer à cela, et je me dis que c'est même dommage que quelqu'un comme vous, qui manie si bien la culture, les beaux mots, les beaux textes et les beaux auteurs, réduisez ce tout à un néant. Car vous surfez ainsi sur les écrits d'Aristote revient à ne pas les comprendre. Aristote nous parle de l'animal politique comme d'une volonté de l'homme de s'associer avec ses semblables pour être plus fort. Car justement, ensemble, on sort de l'état de nature pour aller au-delà, donner un but un peu plus grand. Ainsi, ce n'est pas le paraître qui compte. Absolument pas, contradicteur. Le paraître ne fait que découler de la vie en société. Car au fond, l'homme, c'est par son être qui a décidé de s'associer avec ses semblables. Ah, vous m'avez fait bien rire. Et là-dessus, je vous en suis très reconnaissant. En me parlant de construire un bâtiment par le toit. J'ai eu beau manier dans mon esprit cette notion et cette métaphore, eh bien, je n'ai jamais réussi à voir en quoi cela était possible. Il faut d'abord les fondations. Il faut être. Et donc, vous n'avez rien compris à la chose qui nous dit que, justement, le paraître revient à construire par le toit, car c'est un ensemble vide. Seul l'être permet de construire des éléments tangibles et durables. Et enfin, je me suis encore amusé un petit peu en vagabondant dans mon esprit quand vous parliez d'existence par autrui. Mais alors, enleveriez-vous sa qualité d'être humain à Robinson Crusoe, seul sur son île, avant qu'il rencontre Vendredi? Enleveriez-vous sa qualité d'être humain
à Tom Hanks, seul sur son île avec son ballon, lorsqu'il tente ni plus ni moins que de survivre et de justement garder son humanité, pour ne pas finir en tant qu'un animal. L'être est là ce qui nous sauve, est là ce qui nous permet de garder les pieds sur terre. Et là encore, vous devez vous dire que je dois être quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui aime rire, ou alors qui rit tout le temps pour un rien. Je ne sais pas, et vous me le direz après. Vous vous êtes auto-congratulé de paraître l'avocat du diable. Et vous avez bien fait d'essayer de couper l'herbe sous le pied, car en effet, je n'aurais pas manqué de rebondir dessus, en me disant l'avocat du diable qui défend la beauté. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Regardez la sophistication de ma coiffure. Je suis abasourdi. Sans doute parce que je ne peux pas faire la même chose. Je suis donc jaloux. Parce que je me dis, mais quel talent! Quel talent! Quel bel avocat du diable vous faites. Le diable doit être content, j'espère que vous rémunérez bien. Enfin, j'aimerais vous attirer vers d'autres écrits, d'autres auteurs, en littérature cette fois, littérature anglaise, Dickens, qui nous dit, en nous expliquant la vie humaine et la vie en société, qu'il ne peut y avoir de bons juristes sans de mauvaises gens. Mais c'est une question de nature, pour sa phrase. C'est donc l'être qui compte. Le paraître n'est rien. Et j'aimerais citer André Gide, quand il nous dit qu'on ne peut à la fois être sincère et le paraître. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est avez-vous paru sincère ou vous êtes-vous efforcé de l'être pour défendre votre cause? Et d'ailleurs, pour terminer, deux derniers points, vous évoquiez Platon et sa caverne, nous connaissons tous le mythe, les gens qui regardent sur la paroi bêtement les ombres, mais personne ne s'est jamais dit qu'il suffisait de leur évoquer la simple idée de se retourner pour faire face à l'entrée de la caverne. Et voir enfin la réalité des choses, ne plus se fier au paraître, mais à l'être. Et, en dernier mot, je citerai Romain Rolland, dont vous avez un collège qui porte ce nom dans votre cité d'ailleurs, il me semble. Si la cité de la Porte-Océane, bien sûr. Si j'en crois le registre de l'Académie de Haute-Normandie, qui sied à Rouen. À défaut d'être, on se console de paraître, aimable contradicteur. Et j'en terminerai là-dessus. Peut-être poser une question d'abord à Constantin, faire une remarque. Constantin, à la but de votre thèse, eh bien, je vous ai entendu tenter de déclamer « Je lui dirai les mots bleus ». Et je me demande si il n'aurait pas été plus judicieux de choisir « Moi, je construis des marionnettes ». Vous connaissez ? Avec de la ficelle et du papier. Donc ça, c'est une remarque incidente. Pour rester dans la variété, et c'est facile à corréler à des choses très, très sérieuses, vous avez évoqué l'importance du social pour l'expression de notre être. Et dans le fond, à vous entendre, on a le sentiment que réellement, il y a là quelque chose qui est inhérent à ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous ne sommes rien sans social, à vous entendre. Vous avez cité à cet égard notamment Émile Durkheim. Et en même temps, je me disais, mais dans le fond, si ce que vous dites est exact, c'est-à-dire au bout du compte, si notre existence en tant qu'étant, pour reprendre mon expression qui est chère à Heidegger, est très largement en fonction de la société, si nous n'existons qu'à travers la société, alors cela veut dire que Jean-Luc Plamondon et Michel Berger ont eu faux. Hein? On vit les uns avec les autres. Et au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Et donc, on existe. On existe en étant seul au monde, sans nécessairement besoin du social. Qu'en pensez-vous? Gilbert Bécaud disait que la solitude, ça n'existe pas. Donc, vous choisissez Gilbert Bécaud. Et maintenant, je vous pose la question que je voulais vous poser, qui est la suivante. Dans le fond, vous essayez d'approcher, de définir le paraître, et vous allez me rectifier si je dis des choses inexactes, en disant qu'au bout du compte, c'est une forme d'expression de nous-mêmes qui mobilise la tempérance. C'est le mot que vous avez employé. Cet après-midi, vous ne m'avez pas paru si tempérant que cela.
vous paraissiez parfois un peu agité, vous faisiez des allers-retours, jamais comptabilisé entre 18 et 20. Vous faisiez beaucoup de bruit. Et donc, par conséquent, vous ne vous exprimez pas avec tempérance. Et donc, par conséquent, je dois dire que si je devais vous identifier à partir de votre paraître, je n'aurais pas nécessairement la meilleure image de vous. Or, j'ai une très bonne image, un très bon a priori de vous, sachez-le. Ce qui veut donc dire que pour moi, votre être, votre étant est beaucoup plus important que votre paraître. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. En premier lieu, pour ce qui est des allers-retours, c'est pour capter l'attention de tout le jury. En second lieu, pour le bruit, c'est le micro. C'est pas bien réglé. Et ensuite, je pense que par moment, il faut être un petit peu dans l'excès pour faire comprendre aux personnes. Car la tempérance ne suffit pas toujours. Donc, par conséquent, votre thèse selon laquelle le paraître s'exprimer avec tempérance mérite d'être actuellement nuancé. Merci beaucoup. Je voudrais, le temps qui nous est compté étant très bref, je voudrais poser peut-être une question à Flavien. Finalement, l'importance que vous attachez à l'être par rapport au paraître m'a interrogé. J'étais en train de penser, en même temps que je vous écoutais, j'étais en train de penser à l'importance, sur le plan du commerce extérieur de la France, du secteur de la mode. Je pensais à Chanel, je pensais à LVMH, etc. Pour vous dire pourquoi, je veux dire que finalement, il y a parfois, je le dis en tout bien tout honneur, tout respect, des dames très âgées dont l'être intéresse assez peu finalement les artisans de ce secteur-là, qui vont par conséquent essentiellement s'intéresser à leur paraître, qui vont tenter de les faire paraître belles, j'ai envie de dire. Et quelque part, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important, ne serait-ce que pour le commerce extérieur de la France. Et donc par conséquent, si c'est cela, ce serait un peu, comment dirais-je, en contradiction de votre thèse. Ça voudrait dire que ce qui est très important sur le plan social, ici j'ai envie de dire le social c'est vraiment sur une conception économique de celui-ci, ce qui est très important c'est le paraître. Le paraître qui va au bout du compte conduire à générer cette activité économique à laquelle je faisais allusion et très largement corrélé. L'univers de la mode me semble être l'univers du paraître. Et cet univers, évidemment, je citais LVMH, je pourrais citer L'Oréal, je pourrais citer Hermès, et je pourrais continuer à lister un conseil. Mais je pense que vous saisissez qu'un bout du problème, monsieur le doyen. Vous le prenez par la fin. Car comme vous le dites si bien, ce domaine est très important pour notre pays, sa balance commerciale, sa prépondérance dans le monde, car nous sommes vus comme le pays, justement, de la beauté et de l'élégance. Mais ne nous arrêtons pas là, continuons. C'est grâce à la nature et à des êtres humains qui, eux, théorisent, pensent, dessinent la mode, justement pour se servir des autres, ceux qui accordent trop d'importance au paraître, pour remplir les caisses de l'État et les leurs. Ainsi donc, c'est leur être, c'est leur nature calculatrice, de bons économistes, qui les poussent à privilégier le paraître ailleurs, pour justement qu'on puisse exporter plus, et au moins avoir un domaine économique qui nous porte un peu plus haut que dans la courbe négative. Je sais pas si elle peut paraître vers l'être, peut-être. Simplement, en conclusion, un mot qui s'adresse à tous les deux, c'est une simple remarque. Je ne parle pas de l'existentialisme de Sartre, c'est pas celui-là qui m'intéresse. Et donc, je vous renvoie plutôt à l'existentialisme d'Heidegger, et puis je vous fais la même remarque. Je pense que vous devriez, si un jour vous avez le temps, essayer de lire ou de relire L'être et le temps de Heidegger, et vous faire la même chose sur l'être et le paraître. Voilà, moi j'ai terminé. Madame le professeur, vous voulez commencer par Monsieur Le Gall. Je voulais vous dire que, monsieur, je sais que vous souhaitez embrasser la profession d'avocat. Si vous échouez, je peux vous dire que vous pourrez toujours vous reconvertir dans le toilettage canin, car vous avez une grande capacité à caresser dans le sens du poil, monsieur. D'ailleurs, je vois que vous vous êtes souvenu que mon chanteur préféré était Christophe, puisque je l'ai un jour avoué, c'est pas un aveu puisqu'il n'y a pas de honte, mais je l'ai un jour dit à Rhétorica. Et vous m'avez dit que vous me diriez les mots bleus, là, justement sur cette chanson de Christophe que Monsieur le doyen nous a fait le plaisir de fredonner.
Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots bleus selon cette chanson de Christophe, puisque c'est vous qui avez lancé l'idée? Je continue sa chanson ou... Non, non, oui, vous aurez dit des mots bleus. Là, j'écoute. Ça ne me dérange absolument pas. Non, non, c'est parce que vous avez fait référence à la chanson, donc je voulais savoir si vous aviez compris ce que c'était les mots bleus dans cette chanson. Oui, moi je les ai sortis de leur contexte. Pour moi, les mots bleus, c'est parce que vous êtes excellente et jolie, admirée, professeur de droit. Parce que c'était tout ce qu'il ne fallait pas dire, justement, parce que les mots bleus, ce sont les mots qu'on dit avec les yeux. Parler peut-être ridicule, c'est ça. Et donc les mots bleus, c'est les mots que l'on ne dit pas. Et les yeux, c'est paraître. Ce sont les mots que l'on ne dit pas. Alors, vous avez cité Descartes, je pense donc je suis. Moi, j'ai une toute autre philosophie de la vie. Et ma philosophie, c'est je pense, donc tu suis. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Le Gall? Moi, c'est je pense, donc je plaide. Très bien. Monsieur Le Gall, une question m'interpelle depuis que je vous connais, et comme vous avez lancé justement le sujet, alors je vous la pose. Monsieur Le Gall, c'est l'ordre de la vérité. Êtes-vous dans le paraître ou dans la superficialité? Dans le paraître, dans la tempérance. Je m'adapte à mon environnement. Une dernière question, vous avez dit que paraître, c'était être vu, et que ça impliquait de se matérialiser dans le monde concret. Mais alors, à l'heure du monde virtuel et d'Internet, est-ce que vous ne pensez pas que le paraître se fait au-delà du monde concret? Je pensais plutôt dans le cas de la propriété intellectuelle, par exemple, une idée, lorsqu'elle est emprisonnée dans notre esprit, elle ne peut pas être protégée juridiquement, il faut qu'elle paraisse. Donc il faut qu'elle soit rendue matérielle. C'est à cela que je pense. Je voulais le mettre dans la contre-pédorie, mais... Très bien. Monsieur Rousselin. Monsieur Rousselin qui a l'air totalement traumatisé par sa venue au Havre. J'ai bien senti que, mais ne vous inquiétez pas, on s'y fait très bien. Alors, monsieur Rousselin, vous avez dit à un moment donné, en parlant des poissons rouges, ils sont tous beaux et vont tous dans la même direction, mais sont incapables de penser. À un moment donné, j'ai cru que vous parliez des étudiants en droit, mais c'était bien des poissons rouges qu'il s'agissait. Alors, vous nous avez beaucoup parlé de lettres, et donc, puisqu'on a beaucoup parlé de chanteurs aujourd'hui, moi, il y a une phrase, et d'ailleurs, on avait déjà parlé ici, une phrase d'un grand chanteur proche de la philosophie, qui m'interpelle et que souvent j'essaie de comprendre, et je voudrais que vous me donniez votre sentiment sur cette phrase. C'est une phrase du chanteur Booba qui a dit « Je veux devenir ce que j'aurais dû être ». Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous inspire cette phrase « Je veux devenir ce que j'aurais dû être ». Eh bien, tout d'abord, je dis que cela peut avoir double sens. C'est mon âme de Normand qui parle. Tout d'abord, cela peut être un bon signe si cet homme a fait de mauvaises choses. Ça veut dire qu'il revient sur sa carrière, sur son passé, en disant qu'il a fait des erreurs et qu'il aurait dû être autre chose. Donc il en prend connaissance, il en prend conscience. Il se dit qu'il doit devenir le schéma qu'il prévisageait avant. Non pas le paraître, le devenir. Car au fond, dans sa chanson, si on peut appeler cela comme ça, du moins dans ses paroles, il nous prouve que le paraître, les fioritures qu'on peut avoir ne servent à rien, seul compte l'importance de l'être, de notre réelle nature. Je suis peut-être allé trop loin que Booba, sa philosophie, mais l'avantage d'avoir des mots hors contexte dans sa strophe, c'est sans doute d'ouvrir l'esprit. Alors vous avez dit deux sens, donc ça c'était le premier. J'attends le deuxième. Non, les deux sens étaient, donc d'un côté il revenait sur sa carrière, ou alors le deuxième était plus vaniteux. C'est-à-dire qu'il envisageait plus, et il voulait plus que ce qu'il n'avait déjà. Il voulait peut-être aller dans l'excès, mais être encore plus l'idole de certains jeunes, être encore plus au sommet d'une certaine célébrité, ou être encore plus à la tête de grands de l'argent. Voilà les deux schémas que cette phrase
peut m'évoquer. Mais alors, dans tous les cas, je veux devenir ce que j'aurais dû être. Ce qu'il aurait dû être, c'est lui-même qui le détermine. Et c'est sa nature. Il le détermine par plein de critères extérieurs qui peuvent être liés à la morale que nous éduque notre mère, ou tout simplement, et je pense peut-être celui-là, il s'est rendu compte au bout d'un moment, en avançant dans sa carrière, qu'il se mentait à lui-même, justement, en cherchant à paraître ce que les gens attendaient de lui. Ça lui réussit plutôt bien. Vous croyez vraiment? Pensez-vous que d'ici 10-15 ans, quand j'aurai moi-même l'âge d'être père, pensez-vous que mes enfants se souviendront des chansons de Booba? Je pense plutôt qu'ils pourront fredonner celle de Christophe quand vous avez tant de plaisir à vous entendre. Merci, merci. Une toute petite remarque chacun. Monsieur Le Gall, vous dites que l'être n'existe pas dans notre monde. Vous n'avez pas répondu à votre contradicteur sur le banc de poisson. Je n'ai pas dit que l'être n'existait pas dans notre monde. J'ai dit que le paraître était plus important que l'être. Et pour le banc de poisson, son argument méritait vraiment de réflexion, de réponse. Et alors? Que voulez-vous vraiment savoir? Allez au bout des choses. À propos du poisson, Eh bien, du banc de poisson, qu'est-ce que vous lui répondez? à propos du banc de poisson, j'ai pas. Je veux bien répondre, mais c'était quoi? Il fallait répondre à quoi exactement? C'était justement entre l'être et le paraître. Dans quoi vous le situez? Le banc de poisson Voilà. dans le paraître. Tout simplement parce que un banc de poisson, c'est l'exemple qu'il vit par rapport aux autres. Parce qu'ils sont plusieurs, ils se suivent et c'est grâce à leur sens qu'ils peuvent se guider. Donc oui, le banc de poisson prouve que le paraître est plus important que l'être. Car un poisson tout seul au milieu de l'océan, en général, ne fait pas long feu. Vous avez une conception qui vous est propre, effectivement, du beau paraître. Petite question pour vous, monsieur. Justement, sur le rapport entre l'être et le paraître, il y a un article du Code civil que je suis allée rechercher, auquel j'ai pensé en vous écoutant. C'est l'article 112 du Code civil sur l'absence, qui vous dit que l'absence, c'est lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je suis déçu, je pourrais dire, que notre code civil, plutôt que le législateur, puisse accorder tant d'importance à la notion de paraître. Cela explique peut-être pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une telle crise, si jamais ces gens-là rédigent nos lois. Non, ils entendent le paraître dans le sens qui est, je trouve, scandaleux, où ils ne jugent la présence que sur une éventuelle présence physique ponctuelle. Ce n'est pas ça qui définit l'être. Ils se sont eux-mêmes fourvoyés en rédigeant cette loi, ont eux-mêmes choisi la facilité en faisant ce choix. Pour ma part, je préférerais qu'on définisse l'absence comme un manque total de considération tant physique qu'intellectuelle, et non pas le résumer à une notion de parution.